Bonjour. Vous savez que je suis souvent en Bretagne. D'ailleurs, j'ai une maison près de Pont-l'Abbé où j'ai participé à la création d'un grand tiers-lieu qui est en train de prendre une importance dans ce pays-là. Donc, les questions qu'on se pose un peu théoriquement, j'essaye, y compris en Bretagne, de les vivre un peu pratiquement. Je crois qu'il faut se dire deux choses, si vous voulez. La première chose, c'est que la grande pandémie, c'est une rupture tellement gigantesque dans l'histoire humaine qu'on va avoir du mal à le penser. L'idée que 5 milliards d'hommes se sont arrêtés pour sauver les gros, les vieux et les malades, mais j'ai mis des guillemets, hein. C'est tellement inimaginable qu'on n'y a pas vraiment réfléchi. On a sauvé 300 millions de vies, le vaccin en a sauvé 20 millions. Donc ça nous donne, si vous voulez, une étape de l'histoire humaine absolument considérable où, au fond, ça va fonctionner comme un lanceur d'alerte face au réchauffement climatique. D'ailleurs, on voit bien dans les opinions partout, tout le monde a compris, bien sûr, le salaire, c'est premier, bon, bien sûr, fin de mois, inflation, mais deuxième sujet, bien sûr, le réchauffement climatique, et puis bien loin derrière, l'insécurité, l'immigration, etc. Donc, c'est pour dire qu'on voit bien, les sociétés ont changé, on n'aurait jamais pu imposer la voiture électrique sans la pandémie. On n'aurait jamais pu imposer la taxe de 15% sur les superprofits internationaux, etc. Donc, l'humanité est partie dans une bataille à toute vitesse, avec un élément qu'on n'avait pas avant. Bien sûr, on triait nos poubelles, on avait arrêté nos diesels et tout ça. Mais enfin, quand on voyait fondre la banquise, quand on voyait la neige qui disparaissait des montagnes, on dit, bon, c'est bien, c'est pas ces petits trucs que je fais tous les jours, mais est-ce que ça va changer l'histoire du monde? Moi, je pense que comme on a gagné, pour moi, la grande pandémie est une victoire, parce qu'on a sauvé beaucoup plus de gens qui n'en sont morts. Au fond, on sait qu'on peut gagner contre le réchauffement climatique, qui relève du même ordre d'attention qu'on a eu pendant la pandémie, remettre la science au centre, modifier des comportements culturels, s'interroger sur des pratiques sociales, et on l'a fait à 5 milliards. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer. Là, on est dans la période des conflits. Les couples se disputent, un million de couples ont explosé, les Russes, tout ça, les guerres, les matchs de foot sont intenables. On a tous eu un couvercle sur nos vies, donc derrière, il y a tout ça. Mais passons à la période d'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de naître? Il est en train de naître une société où on faut les gens, il y a deux choses. Il y a un besoin d'avoir rapport à la nature. Les gens veulent voir des arbres, du vert, ils veulent voir pousser les arbres, tomber les feuilles, ils veulent plus des gazons plats, mais ils veulent du gazon qui jaunit, etc. Ils veulent voir la nature dans sa vitalité. Et la deuxième chose, c'est qu'ils veulent aussi, évidemment, qu'on capte le carbone, qu'on ait des pratiques qu'on pollue moins, etc. Mais il y a les deux enjeux. Il y a un enjeu, j'allais dire, d'environnement, et puis un enjeu, on pourrait dire, de révolution climatique. Alors, 70% des Français ont des maisons avec jardin. En Bretagne, c'est très largement majoritaire. Il faut faire attention. Et sans compter les 4 millions de résidences secondaires. En France, il y a 16 millions de maisons et 12 millions d'appartements. Il faut avoir les chiffres dans la tête parce que quand on voit les médias à Paris, tout ça, on croirait que tout le monde vit dans des tours. Non, c'est une minorité. Et dans les tours, il y a à peu près la moitié des gens qui ont une résidence secondaire, évidemment dans les beaux quartiers, par contre, à la différence, évidemment, des quartiers de banlieue. Donc, c'est pour dire le rapport à la nature est majoritaire. 40% des Français qui ont des jardins ont un potager. Donc, ils se posent la question, il fait chaud, ça arrose, je mets des produits, etc. Donc, on reste finalement dans une société très paysanne, même s'il y a des tensions avec les agriculteurs sur la façon de travailler la campagne, et même si en ce moment, le grand changement, si vous voulez, c'est le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 30 ou 40% des gens qui peuvent être en télétravail, ce qui veut dire que ce sont des gens qui vont se déplacer dans l'espace en se disant, moi, je vais aller à Nantes, à Paris, pourquoi pas, 2 jours par semaine. Donc, je me déplace le long des chemins de fer. Il y a peut-être 2 millions de personnes qui se sont déplacées. Les chiffres, on les aura à la fin. C'est quand même beaucoup, hein. Il y a 1 million de couples qui ont explosé, 2 millions de personnes qui ont déménagé et 2 ou 3 millions qui ont changé leur boulot. Il y a une explosion des petites entreprises. Les gens qui travaillent le bois, les gens qui travaillent l'aménagement des maisons. Les gens ont envie, au fond, on va dire les choses. Tout le monde se prépare à une nouvelle pandémie et on se dit, qu'est-ce que j'ai raté la dernière fois? Qu'est-ce qui me manquait? Un jardin pour les enfants, un arbre, un chien, etc. Et donc, les gens ont toutes ces pratiques. Bon. Donc, ça, si vous voulez, c'est la toile de fond du changement. Mais le télétravail, pour nos territoires, on est un peu loin, si je peux me permettre. Je dis nous parce que là, je me pense comme de Pont-l'Abbé. Et donc, on voit bien qu'on est un peu trop loin. Le télétravail est très fort à 1 ou 2 heures des grandes villes. C'est une population qui se déplace en train. Nous, on est un peu au bout. Bon, donc, on a un peu moins de pression du télétravail, mais ça existe. Hein. À Pont-l'Abbé, j'en ai vu beaucoup. Donc, il y a ces populations. Mais ça joue aussi dans les gens qui habitent le territoire, parce qu'il y en a beaucoup qui pourront faire 1 ou 2 jours de télétravail. Donc, le fait d'avoir une maison à une demi-heure de Morlaix, le fait d'y venir, le fait du coup de pouvoir mettre les enfants, il y a un jardin, etc., ça va se poser aussi à l'intérieur du territoire. Et la question, si vous voulez, qui nous est posée, c'est que ces gens qui font du télétravail, ils polluent moins, puisque mettons qu'ils ne se déplacent que 2 fois par semaine pour aller en ville, ça c'est important. Mais surtout derrière, qu'est-ce qui se construit? Il se construit une société du proche. On a été renfermé sur le proche familial et sur le proche géographique. Et on en est content.
Avant la pandémie, il y avait 75% des gens qui disaient qu'ils étaient heureux en France. Aujourd'hui, on est à 80%. Donc, parce qu'on a été protégés. Et au fond, c'est ça qu'on veut continuer. Une société du local et de la livraison. 21 millions de comptes chez Amazon. 30% des gens en télétravail, c'est la livraison du travail. La culture qui passe essentiellement par l'ordinateur. Moins de monde dans les salles de cinéma, plus de téléfilms. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des choses qu'on envoie. Du local et de la livraison. De la livraison de biens culturels, de la biens tout court, de travail, de liens sociaux. Il ne faut surtout pas s'enfermer. Il ne faut pas qu'on retourne aux sociétés originales. Il faut que ce soit du local, de la livraison, du voyage. Il faut favoriser le voyage tout en ayant une vie locale où on va au marché, on connaît les gens à la sortie du collège. D'ailleurs, le bio recule au profit du local. Les gens veulent acheter à un agriculteur qu'ils connaissent. C'est plus important que le fait que ça soit bio. Mais comme on est content de faire réparer la voiture à un papa dont la fille est dans la classe avec la vôtre, parce qu'on a l'impression, si vous voulez, les Américains appellent ça l'économie forestière. C'est-à-dire, c'est comme une forêt. Il faut des grands arbres, des petits arbres, des buissons, des ruisseaux, des ravines, etc. Une économie, c'est ça. Ça se chevauche, ça se croise, on mange les tomates du mec d'à côté, etc. Et il faut revenir à ça, alors qu'on avait des économies très déterritorialisées. Et dans ça, on va vers une société où la captation du carbone, ça va devenir un des grands métiers de l'agriculture, de la forêt, bien entendu. C'est les deux grands lieux où on peut capter du carbone. Ça modifie les techniques agricoles, ça oblige à développer les forêts. Et surtout, comme les gens veulent voir de la nature, eh bien, soit ils sortent de la ville, soit on fait rentrer la nature en ville. Mais pas la nature de l'après-guerre, avec des buissons bien taillés, des gazons horizontaux qui en fait ressembler surtout à un béton, enfin une forme et tout. Ils veulent voir de la nature vivante. Il faut mettre des arbres dans les villes. Il faut se dire que chaque arbre, c'est 3 climatiseurs d'économiser. Il faut faire baisser la température de nos villes, mais avec des arbres du sud. Il faut planter aujourd'hui les arbres du climat de demain. Vous voyez, moi je conseille les pompiers, on travaille là-dessus. On forme des pompiers de Lille à Marseille, et les pompiers de Marseille, les ont en formation en Algérie, parce qu'en ce moment, l'incendie a franchi la Loire, qui n'existait pas. Mais c'est vrai pour l'incendie, c'est pareil pour les arbres à mettre dans les villes, des arbres qui vont faire de l'ombre, des arbres qui résistent à la chaleur, etc. Vous voyez, on est dans cette immense transformation. Il faut marier la ville et la forêt, comme les gens marient dans leur maison, au fond, la nature et leur maison. C'est ce grand mariage qui est devant nous, et je pense que c'est ça qu'il faut faire, et il faut beaucoup penser à la place du tourisme. La place du tourisme, c'est le fait de dire il y a beaucoup de touristes, donc comment on fait pour que, quand ils sont arrivés dans une station en voiture, parce que quand on a des enfants, des ballons, un chien, après, ils n'apprennent plus. Comment on met partout les vélos électriques? Comment on prévoit qu'il y a des parkings loin des villes où il y a quelqu'un qui vous prend les bagages pour les amener au Airbnb, au camping, à l'hôtel, etc. C'est-à-dire que l'ensemble du système local doit être électrifié d'une certaine façon. Mais ça, il faut l'organiser autour des villes. Et puis, vous savez, cette société de la livraison, c'est 20% des véhicules qui circulent, c'est des véhicules de livraison, de service. Il faut d'abord électrifier cela. Parce que ceux-là, c'est ceux qui roulent le plus. Le but, ce n'est pas de supprimer d'abord la vieille dame qui va une fois par semaine en course avec un vieux diesel. Elle fait 10 km par semaine. Ce qui compte, c'est que la voiture qui tourne toute la journée, les taxis de livraison, les taxis, les postes, la police, etc., que là, tout cela, on passe à l'électrique pour diminuer l'impact d'un territoire. La dernière chose, faites faire des diagnostics territoriaux. Il y a des boîtes spécialisées comme Utopie qui le font très bien. Et vous dites, voilà, la production de carbone du territoire, c'est ça. On se donne 2050 comme objectif, on divise par année et on se dit qu'est-ce qu'on fait chaque année. Il y a des choses qui sont très faciles à faire, modifier le régime de la cantine, diminuer le nombre de bus, mais après ça devient de plus en plus difficile. Mais il faut penser le territoire, le privé comme le public, les entreprises industrielles comme agricoles. Mais les premières années, on va faire ce qui est facile. Parce que je veux dire, c'est plus logique. Il faut plus de temps pour modifier le système de production d'une usine ou une exploitation agricole que je dirais pour acheter un bus électrique ou pour faire que les enfants aient l'école à pied. Vous voyez, ça, par mal, les enfants qui vont à l'école à pied, souvent, il suffit de mettre le parking de l'école 200 mètres plus loin et du coup, les gens qui habitent pas très... Bon, je ne prends pas ma voiture pour 200 mètres, donc finalement, ils font 400 mètres à pied, vous avez diminué la pression automobile. Il y a plein d'éléments, mais ça, c'est facile à faire tout de suite. L'isolation de certains bâtiments, l'équipement, effectivement, des panneaux solaires, etc. Le broyage des produits agricoles qu'on rejette, les utiliser pour faire de la biomasse. Ça, c'est assez facile. Alors, il faut faire un étalonnement du temps par territoire. Et puis après, on discute entre les patrons, les élus, les particuliers. Et on dit, bon, cette année, on met le paquet là-dessus. Cette année, puis tous les ans, on dit, on a fait ou pas l'objectif. Et à ce moment-là, on pourra avancer. Je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. Voilà, bonne journée.